Tous les soirs, à 19h20, on frappait à ma porte pour me dire à table. Je ne savais même pas faire cuire un œuf. Elles ont grandi dans l'opulence. J'ai été élevée dans une famille qui était très à cheval sur l'éducation. Je suis née Paris 16e, dans un très bel appartement, très grand, avec femme de ménage et gouvernante. Elles ont vécu dans le luxe. C'était féerique. J'ai travaillé beaucoup avec Lagerfeld, Saint Laurent, Christian Lacroix, Naomi Campbell. Un univers qui ne leur correspondait pas. Une prison dorée dont elles ont décidé de s'échapper. Je ne trouvais pas ma place dans cet univers et même je me sentais transparente à tel point que je ne savais même pas que j'existais. J'avais le sentiment d'étouffer et puis surtout de ne pas être assez utile. Là, ça fait 12 ans que je suis au Ghana. Mais alors vous avez tout plaqué? Oui, votre tout travail, plaqué. tout. Ça a été la plus belle aventure de ma vie. Et en menant une vie bien plus simple, elles ont trouvé la voie du bonheur. Tous les jours, je me réveille, je sauve des vies, j'arrange des trucs, je remets des familles ensemble. L'argent ne rend pas heureux, c'est pas un passeport pour le bonheur. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous et merci à nos invités de venir nous parler de leur parcours étonnant cet après-midi. Jeunes, belles, riches, les invités que je m'apprête à vous présenter avaient absolument tout entre leurs mains pour réussir. Leur avenir était tout tracé et ils promettaient d'être radieux. Pourtant, alors que beaucoup auraient tout donné pour avoir leur chance, elles ont décidé de tout plaquer pour vivre la vie qui les faisait rêver. Une vie plus en accord avec leurs valeurs à elles, plus rock'n'roll ou plus aventurière. Alors sont-elles parvenues à trouver leur équilibre? Leur est-il arrivé de regretter leur choix? Eh bien c'est ce qu'elles vont nous dire tout au long de notre émission. Et puis dans l'histoire continue, Sandrine et Magali nous diront ce qui a changé dans leur vie depuis leur première visite sur notre plateau. On va ouvrir sans plus tarder la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Programmée pour réussir ». Et nous allons découvrir le témoignage d'Elisabeth, dont le visage vous dit sûrement quelque chose. Elisabeth, bonjour. Vous êtes une habituée, Elisabeth, des plateaux de télévision. Vous avez donné pas mal d'interviews au moment de la sortie d'une autobiographie dans laquelle vous racontez votre histoire d'amour avec Badawi, un bandit qui a fait la une des journaux dans les années 70. Et puis vous avez participé à une émission de télé-réalité en 2009. Pourquoi ce haussement de sourcils? Non, rien, je vous laisse. Vous regrettez d'avoir participé? Regretter, c'est pas le mot, mais enfin, bon, disons que c'est une petite erreur de parcours. Bon, voilà. Mais c'est pour nous parler d'une autre période de votre vie que vous êtes là aujourd'hui. Dans quel environnement avez-vous grandi? Bien, je suis née Paris 16e, donc dans un très bel appartement, très grand, avec femme de ménage et gouvernante. Voilà, donc mon père était... Des frères et sœurs? Oui, un grand frère et une sœur. Un demi-frère du premier mariage de ma mère et ma sœur. Et donc, mon père était industriel et maman... au départ, ils se sont connus dans le milieu cinéma parce que mon père était cinéaste, ma mère était mannequin. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et puis, par la suite, mon père est entré dans les affaires. Donc, voilà, c'est un homme d'affaires, un industriel, tout simplement. Quel genre de petite fille étiez-vous? En quête d'amour, tout le temps. Est-ce que vos parents n'étaient pas tendres avec vous? J'étais élevée par des gouvernantes, donc c'est pas leur tendresse que j'avais, c'était la tendresse plus ou moins effective de gouvernantes qui se succédaient. Quand même présents. Pas vraiment, non. D'accord. Non. Mon père, c'était surtout les affaires. Ma mère, non, je peux en parler plus facilement à l'heure d'aujourd'hui parce que mes parents sont décédés tous les deux, donc ça m'aurait un petit peu gênée s'ils avaient été encore envie d'en parler. Bon, là, disons que je peux me le permettre. Et non, ma mère, golf, bridge, elle avait été très occupée. Est-ce qu'il vous arrivait que l'on vous demande de ranger votre chambre ou Non, et tous les soirs, à 19h20, on frappait à ma porte pour me dire à table. Donc, je ne savais même pas faire cuire un œuf. Le jour où je me suis retrouvée seule dans un studio, c'était catastrophique. Enfin, ça a été marrant, parce que je ne savais rien faire, en fait. Voilà. Vous rêviez à quoi, à cette époque?
Moi, quand j'étais petite fille, d'abord, j'avais envie d'être clown et je ne comprenais pas très bien ce que je faisais dans ce milieu qui me semblait très austère et je le trouvais bizarre parce que je ne trouvais pas que c'était marrant. C'est vrai que j'aime la gaieté, j'aime tout ce qui est artistique et je retrouvais rien du tout dans ce milieu-là, de ce qui aurait pu me correspondre, pardon. Et donc, je me demandais ce que je fichais là, oui, ça c'est... Vous trouviez ça trop austère? Je trouvais que c'était insipide. Est-ce que la maman que vous aviez correspondait à votre fantasme de maman? Ah non, pas du tout. Parce que ma maman était une femme très belle, avec les ongles rouges toujours très bien faits. Et je rêvais d'une paysanne. C'est pas péjoratif, hein, au contraire, hein, avec des joues toutes rouges, qui m'aurait confectionné des gâteaux et qui m'aurait pris dans ses bras. Et c'est vrai que quand j'étais gamine, quand je me promenais dans la rue, il m'arrivait de regarder des dames qui correspondaient un petit peu à ce schéma et je leur disais oh, « pourvu qu'elles m'adoptent ». Est-ce que vous diriez de vous que vous étiez une petite fille angoissée? Je ne sais pas si j'étais angoissée. Moi, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire des cauchemars terribles. Mais vraiment, et dont je me souviens toujours à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Alors, c'était quoi ces cauchemars? J'ai commencé toute petite, c'était des fantômes. Après, ça a été des sorcières. Des sorcières, je suis passée... Elles étaient malveillantes? Ah oui, 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 j'étais morte de trouille. Après, je suis passée aux vampires. Alors là, je volais beaucoup aussi. C'était pas mal de voler, mais enfin bon. Vous voliez? Oui, je volais pour échapper aux vampires. Donc, voilà. Après, je suis passée au diable. Et après, aux morts vivants, écorchés vifs. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Donc, il y a eu une progression crescendo dans de la peur, de ces cauchemars en grandissant. J'ai commencé, je devais avoir 4-5 ans. Et comme l'appartement était grand, puis de toute façon, je pense que mes parents n'y prêtaient pas attention tout simplement. Vous leur en parliez? Je m'en souviens plus. Ils vous écoutaient, vos parents? Vous y aviez un dialogue avec eux? Enfin, le dialogue qu'on avait, c'était surtout mon père et ma sœur qui l'avaient. Ils parlaient beaucoup politique, donc ils monopolisaient pas mal la parole. Et non, moi, j'essayais de me faire remarquer en faisant l'idiote. Et je pense que ça les agaçait plus qu'autre chose. Donc c'était un peu raté, quoi. Votre sœur était plus âgée que vous? Oui, de 2 ans seulement. Mais elle était très liée avec mon père. Et c'est vrai que moi, à l'origine, mes parents voulaient des garçons. D'ailleurs, je devais m'appeler Philippe. Donc, quand ma sœur est venue au monde, c'est passé de justesse. Moi, quand je suis arrivée, ils ont dû se dire « Oh merde, encore une !» Donc, je ne trouvais pas ma place dans cet univers. Et même, je me sentais transparente à tel point que je ne savais même pas que j'existais. C'est très particulier. Ce que je disais tout à l'heure, quand je passais devant un miroir dans la rue, je voyais quelqu'un, je disais « Ah, oui, j'existe ». On va demander à Yvonne. Bonjour, Une peur jamais apaisée. La peur que vous avez, c'est vrai que tous les enfants, 3-4 ans, on a tous des peurs. La peur du noir, la peur de la mort. Les petits-enfants, ça. Et ça va crescendo quand la première peur n'est pas apaisée. Quand on n'arrive pas à entendre ce que l'enfant veut dire et la crainte qu'il a au fond de ses tripes. Donc vous, bien sûr, il est évident que vous sentiez de transparence parce que personne n'était à l'écoute de votre stress intérieur qui était au maximum tout le temps. Et vous pouviez poser vos bagages de temps en temps, sauf avec des gouvernantes, mais c'était pas votre mère. Et en plus, l'amour que vous pouviez avoir pour ces gouvernantes, c'était une manière de faire un pied de nez à votre mère qui n'était jamais au rendez-vous. Enfin, vous le ressentiez comme tel. Hein. Je ne dis pas que je ne pourrais pas me permettre de dire que votre maman n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas, le vide affectif. Vous avez été élevé dans une forme de vide affectif et dans une ambiance ô combien narcissique. Alors, à 13 ans, votre gouvernante a quitté la maison et vous avez commencé votre crise d'adolescence. Pour mieux vous faire remarquer? J'avais besoin de me faire entendre, donc d'une manière ou d'une autre. Donc à 13 ans, je me suis dit, il faut que je me fasse remarquer. Donc j'ai commencé à aller fumer des joints au Pont-Neuf à Paris avec les copains de l'époque. C'était après mai 68, on était un peu hippie à l'époque, à cette époque-là. Donc ça leur a rien fait. Donc j'ai augmenté on est allé de plus en plus fort. Jusqu'à ce que... ma mère est partie, je devais avoir 15 ans, donc elle a quitté le domicile familial. Elle faisait déjà lit à part depuis un bon moment. Elle est allée, vers Chantilly. Et donc, je suis restée avec mon père, qui, lui, ne se sentait pas du tout capable d'élever des jeunes filles.
Et donc, j'ai commencé à faire le mur à l'âge de 15 ans. Voilà. J'ai commencé à vivre la nuit vers 15-16 ans. Donc, ça a été... Vos parents ont réagi par rapport à ça? Ils s'en sont rendus compte? Oui, enfin... C'est-à-dire que pour moi, c'était une façon d'échapper à mes cauchemars. Je me suis dit, voilà, maintenant, je peux dormir tranquille. J'ai plus besoin de... Parce que j'étais transie de peur, hein, moi, dans ma chambre. Hein. Donc, j'ai plus besoin d'affronter cette erreur nocturne. Maintenant, j'ai trouvé un remède. Donc, oui, j'avais trouvé les boîtes de nuit comme remède. Mais j'étais très timide à l'époque. Donc, j'étais toujours obligée de boire un peu d'alcool avant de partir parce que j'étais timorée, j'étais mal dans ma peau. Donc, il fallait, j'allais dans la réserve de mes parents, je buvais 3 verres de vin, le nez bouché, parce que je trouvais ça dégueulasse. Et voilà, et je partais en boîte de nuit. Donc, j'imagine que vous vous êtes constitué une famille nocturne. Ah, tout à fait. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Je pensais que c'était des gosses comme moi, quoi, un petit peu beaucoup abandonnés. Donc, c'était qui, en fait? Et j'en ai trouvé. Il y avait des filles. Il y avait une fille qui était dans mon cours privé, qui était comme moi, qui était même elle a aussi une vie pas tendre du tout. Et donc, il y avait des gens, effectivement, de mon milieu, entre guillemets, enfin, de ce milieu-là, en tous les cas. Et puis, il y avait des voyous. Mais moi, à l'époque, les voyous, je ne savais même pas ce que c'était. C'était martien. J'étais quand même dans un milieu très protégé, malgré tout. C'est-à-dire qu'élevée par des gouvernantes et tout. La première fois que j'ai pris le métro à Paris, je devais avoir 13 ans, je me suis perdue, j'ai pleuré. C'est dingue, hein? C'est bon. Bon, en tout cas, vous faisiez le mur, vous sortiez toutes les nuits, vous avez fini par tomber dans un engrenage. À 15 ans, vous êtes devenu accro à la drogue. Quels effets ces produits faisaient-ils sur vous? Ben, ça m'enlevait mes inhibitions, voilà, parce que j'étais très timide, mal dans ma peau et complexée, je me trouvais moche, enfin tout, quoi. Donc, ça me permettait de sortir complètement de ce personnage qui était malheureux. Parce que, en fait, ce monde de la nuit, c'était pas la vie dont je rêvais. Mais c'était peut-être le seul échappatoire que j'avais trouvé et le seul endroit où j'avais un peu d'amour, entre guillemets, un peu, voilà, des repères, des gens comme moi. Et puis, ça me protégeait de mes démons, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'était le début d'une descente aux enfers qui allait durer 5 ans et allait vous mener jusque dans les bras de Bada, l'un des braqueurs du fameux gang des Postiches. Vous nous raconterez la suite de votre histoire dans la deuxième partie de notre émission. Yvonne, donc vous allez évidemment commenter les témoignages de nos invités. Comment expliquer que des enfants de bonne famille qui donc ont tout pour réussir prennent à un moment donné ce virage à 360 degrés ? Alors paradoxalement, on les pense comblés. Ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que bon, il y a un monde affectif, mais on leur donne de gouvernantes. Ils sont totalement coucounés, coupés de la réalité. D'ailleurs, on leur dit, il y a une forme de césure entre l'extérieur et l'intérieur, donc ils sont complètement surprotégés presque. Hein, rien ne dépasse. Et paradoxalement, ils souffrent d'une absence de manque. Je veux dire que pour désirer quelque chose, il faut savoir manquer. Alors on les croit comblés, alors qu'ils sont en souffrance. Le principal, c'est qu'ils ne sont pas entendus parce que les parents n'ont peut-être pas le temps de les entendre. Et la valeur argent, c'est pas la valeur argent qui achète le bonheur. On oublie que l'enfant, aussi petit soit-il, n'a pas besoin d'autant de jouets pour justement s'épanouir. Parce que paradoxalement, trop de jouets, trop de choses matérielles tuent le désir et les entraînent dans une forme d'ennui. Ils sont quelque part vides intérieurement et donc ils ont besoin d'aller chercher à l'extérieur de la transgression pour manquer de quelque chose. Donc ils souffrent d'une absence de manque et donc une absence de désir tout court, d'où ce sentiment de transparence et de non-existence. Et il faut aller transgresser pour aller chercher le clan à l'extérieur et la sécurité et l'environnement, c'est-à-dire vous avez besoin d'aller chercher à l'extérieur, d'une part par la révolte, mais d'autre part pour trouver aussi de l'affection. Il y avait 2 axes, la révolte et l'affection. Alors, on va faire maintenant la connaissance d'Isabelle, qui, elle, est issue de la noblesse suisse. Est-ce que vous vous êtes reconnue, Isabelle, dans le parcours d'Elisabeth? Pardon? Est-ce que vous vous êtes reconnue dans le parcours d'Elisabeth? Au niveau de l'éducation et de certaines règles assez rigides à domicile, oui, parce que j'ai été élevée dans une famille qui était très à cheval sur l'éducation. Et donc, de par ces aspects-là, oui, je me suis reconnue dans son vécu. Et en même temps, j'ai toujours préféré m'échapper moi-même à travers les contes de fées et les rêves.
Et j'ai et j'ai aussi eu peur, comme elle, la nuit, mais parce que j'ai passé passablement de temps dans un château dans lequel j'ai grandi, où il y avait des fantômes. Alors c'était une autre forme de peur, mais c'était des peurs d'enfants quand même. Des vrais fantômes? Des vrais fantômes, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que depuis, on a donc un vieux château de famille dans le canton de Vaud, qui date du XVe siècle. Et donc, depuis mon enfance, il y a des lumières qui s'allument toutes seules, il y a des portes qui claquent. Et en plus, les toilettes sont à 80 mètres de la chambre à coucher, donc c'était chaque fois l'enfer pour se lever la nuit et puis pour aller aux toilettes. Et puis, courant Donc vous, d'air. c'était pas des cauchemars, c'était des vraies terreurs. Oui, mais j'aimais bien quelque part, parce que moi, depuis toute petite, j'adore me faire peur. Donc c'était une peur, stimulante qui me Est-ce que vos donnait parents envie de me étaient dépasser. tendres avec vous? Qu'est-ce que je peux dire? Ma maman était assez tendre, oui, bien sûr. Mon père essayait aussi d'être le plus affectueux possible. Et en même temps, et l'un et l'autre étaient très pris dans leur vie protocolaire. Mon père était ambassadeur de Suisse, donc il n'avait pas tellement de temps de s'occuper de nous. Mais quand il était avec nous, oui, il était affectueux. Mais on va dire que surtout, il me racontait des contes de fées le soir avant de m'endormir. Et ça j'adorais. Donc il vous consacrait quand même du temps. Oui. Oui. Donc vous ne vous sentiez pas transparente comme votre voisine? Non, aux yeux mais de on vos a aussi parents. été élevés par des employés de maison. Mais en même temps, je pense que l'un et l'autre, aussi bien mon père que ma mère et mon beau-père par la suite, ont vraiment essayé de faire du mieux qu'ils ont pu pour me donner une bonne éducation. Est-ce que vous adhériez au code qui régissait le milieu dans lequel vous viviez? Moi aussi, je me suis très vite rebellée, mais... Contre quoi? Contre ce que je considérais comme une forme d'éducation hyper contrôlante. Et j'avais vraiment besoin d'air, j'avais besoin de vivre des choses en dehors de ce carcan éducatif. Et parfois, ça a créé des tensions. C'était beaucoup d'autorité, beaucoup d'interdictions, beaucoup de surveillance. Je me sentais souvent surveillée. Vous étiez combien d'enfants? On était 3. J'ai une grande sœur, une grande sœur et une demi-sœur. Une petite sœur, demi-sœur, oui. Alors, comment vous êtes-vous rebellée? Eh bien, dans l'enfance toujours, eh bien, en allant jouer, par exemple, dans dans les meules de foin de la ferme d'à côté. Je passais plus de temps chez le paysan à jouer dans sa grange que dans mon château. Ça, c'était pas interdit? Non, disons, je faisais ça un petit peu en cachette. Ou bien j'allais explorer les églises moyenâgeuses du bled pour soulever des vieilles dalles et puis descendre avec une corde dans les cryptes et puis les compter les ossements des moines. Aujourd'hui, c'est fini, on ne peut plus y avoir accès, mais ça, c'était des bons souvenirs d'enfance. Ça, c'est pas des grosses rébellions quand même, c'est juste des trucs d'enfants. On peut dire que j'ai quand même été une rebelle docile, ouais. Ouais. C'était une rebelle docile. Vous n'êtes pas tombée amoureuse du fils du fermier ou plus tard, je suis tombée amoureuse on va y venir. de quelqu'un qui a beaucoup déplu à la famille. Mais voilà. Mais non, à ce moment-là, pas encore trop. Non. Alors, vous avez fait des études pour rentrer dans le moule. Vous avez obtenu votre diplôme de journaliste à 23 ans. Dans quel type de carrière vous êtes-vous lancée? Journaliste, reporter. Ça, j'ai eu la chance depuis toute petite, en fait, de savoir exactement ce que je me voulais et donc de m'offrir un métier qui m'offrait la liberté que je n'avais pas dans mon enfance à la maison due à cette éducation, à ces protocoles imposés par la famille. Journaliste quoi, en presse écrite, en télé, Alors, en radio? Télévision, radio, presse écrite. Et puis j'ai commencé à voyager, sac à dos, pendant 3 mois autour de la planète. Ça plaisait à vos parents, ce choix de carrière professionnelle? Je pense que dans un premier temps, ils étaient un peu inquiets parce que mes parents, tous deux, avaient besoin pour moi que j'ai, une situation, comme on dit, une sécurité matérielle. Et ils avaient besoin de me savoir, avant tout, en situation matérielle acceptable. Et en fait, j'ai presque toute ma vie, je fais des choix qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur, mais peu d'abondance matérielle. Ce qu'avait l'air de dire Yvonne, c'est que le bonheur n'était pas forcément lié au bien matériel et à l'argent. Hein, vous l'avez expérimenté.
Alors, à 28 ans, au cours de l'un de vos voyages, vous avez croisé la route de celui qui allait devenir votre Roméo, à vous. C'était dans le désert égyptien. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'avez-vous rencontré? Donc j'étais au monastère de Sainte-Catherine, dans le Sinaï, et puis je venais d'allumer un cierge pour, faire cette demande à l'univers de rencontrer l'homme de ma vie. J'avais vraiment envie de construire quelque chose avec un amour, et je sors de l'église et je tombe sur lui, en fait. Donc j'ai vraiment été exaucée C'est-à-dire instantanément, vite fait, bien fait. Comment ça, vous tombez sur lui? Vous C'était tombez donc sur qui? un guide dans le désert. C'est un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air égyptienne, reconverti en guide dans le désert. Et il était au pied du buisson ardent avec un groupe de touristes en train d'évoquer ce buisson ardent. Donc vraiment, on s'est rencontrés au pied du buisson ardent. Et alors quoi Donc c'était vraiment, ça a commencé vous avez trouvé qu'il n'y avait pas chaud. que le buisson qui était ardent, mais son regard aussi. Ardent. C'était réciproque? Oui, c'était réciproque. Vraiment, Coup de foudre. Coup de foudre. Poil qui se dresse, tout. C'est-à-dire que j'étais là donc en vacances avec une amie et puis je continue après mon périple toute seule en Égypte. Et mon ami, avec beaucoup de finesse et d'intelligence, a dit à ce jeune homme, écoute, c'est quand même imprudent de laisser cette jeune femme, mon amie Isabelle, voyager seule à travers l'Égypte, il faut vraiment que tu t'en occupes. Et je lui dois beaucoup à cet ami aujourd'hui parce qu'il s'est vraiment bien occupé de moi. Donc, il est tombé amoureux de vous? On est tombés très amoureux et puis du coup... Est-ce que ça vous a conduit à faire des choix professionnels? Oui, bien sûr. Alors voilà la première grande rupture, on va dire, avec mon milieu. Parce que j'avais une belle situation en Suisse. Je travaillais comme journaliste salarié dans une très belle rédaction. Une belle voiture, un super appart dans la vieille ville à Genève. Enfin... tout pour, en fait, m'incruster et me contenter de ce confort. Vous aviez quel âge? J'avais 28 ans, 28, 29, 30, enfin, autour de 30 ans, allez. Donc l'âge de se caser. Voilà, l'âge de me caser. Et l'âge de faire plaisir à sa famille, l'âge de se marier, enfin. Et puis, j'avais qu'en tête ce beau jeune homme, ce beau garçon, et du coup, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté mon beau petit studio dans la vieille ville de Genève et j'ai tout quitté pour rencontrer cet amour en Égypte. En disant quoi à vos parents? Ciao. Vous leur avez dit pourquoi? Voilà, en fait, je crois que je n'ai même pas trop de souvenirs. Je leur ai demandé la permission. Simplement, je les ai poliment et mais vous leur avez dit que vous étiez tombée amoureuse? Oui, bien sûr. Je leur ai dit que j'avais rencontré un garçon merveilleux, généreux et que j'aimais ce monde arabe. C'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse et d'attirance pour le monde arabe parce qu'on y trouve une générosité, une chaleur humaine, une spontanéité aussi dont je manquais beaucoup. Et j'étais m'installer en Égypte, au Caire. Comment ont-ils réagi? Alors, ma maman, je crois qu'elle a vraiment toujours eu suffisamment d'amour pour moi. Elle n'était pas ravie du tout, ça c'est certain. Elle s'en est vraiment pas réjouie. Mais bon, ma foi, elle a le respect des choix de sa fille. Et puis, elle m'a dit, ben voilà, si tu veux te planter, c'est ton problème. Hein. Et puis mon père, par contre, n'était pas content du tout. Et en même temps, on ne se voyait plus tellement. Mais en même temps, j'essaie toujours de garder ce contact avec lui jusqu'au jour où il était. D'abord, on a décidé de se marier et on s'est marié au château. Et mon père n'a pas voulu se présenter au mariage. Il n'a pas voulu participer à la fête. Et en plus, c'est douloureux. C'était assez douloureux, mais en même temps, ça allait vu que tous mes amis étaient là, ma mère, mes amis proches, enfin tout le monde était là sauf mon père. Et ça a encore passé finalement que le père ne soit pas au mariage. Par contre, ce qui a été plus douloureux, c'est que j'ai dû faire quelques sacrifices par rapport à mes choix. C'est-à-dire ? Eh bien, il a décidé de donner la part du château de famille, enfin ma part du château à ma grande sœur. J'aurais pu à l'époque contester cette décision, parce que c'est vrai que c'était très douloureux, parce qu'on avait le château depuis 300 ans dans la famille, moi c'était toute mon enfance, c'était mes ancêtres. Donc j'aurais pu le contester,
Et en même temps, d'abord, j'ai beaucoup d'amour pour ma sœur et j'aimais beaucoup d'amour pour ce château. Et je me suis dit, finalement, j'aimerais apprendre le dépouillement dans ma vie, j'aimerais apprendre la simplicité, j'aimerais pas me charger finalement d'un gros tas de pierres. Et si ce château doit survivre dans le temps, autant qu'il soit transmis à ma grande sœur. Et finalement, c'est ce que j'ai laissé faire. Mais je ne vous cacherai pas que sur le moment, j'ai beaucoup souffert de cette décision parce que je me suis sentie désavouée par mon père. Et surtout pour des raisons que, à l'époque, je considérais très injustes. Alors, après 4 ans de silence radio, quand même, avec votre père, hein, vous avez appris qu'il était gravement malade. Oui. Qu'est-ce que ça vous a... Alors, qu'est-ce que ça a engendré, pendant 4 ans, donc, on a coupé tous les ponts. Et effectivement, j'ai appris qu'il souffrait d'un cancer. Et je me suis dit, j'aimerais pas le laisser partir en gardant un ressentiment. Et en gardant ce regret, finalement, de ne jamais avoir pu retrouver mon père au niveau du cœur. Donc, je me suis rendue chez lui. Il était en Espagne où il vivait sa retraite. Et je lui ai dit, écoute, papa, même si je n'ai jamais compris ta décision, même si je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose d'injuste, eh bien, je l'accepte. Je l'accepte et je t'aime. Et c'est OK pour moi. Et mon père m'a dit, écoute, tu sauras, moi aussi je t'aime. Et si j'ai pris cette décision à ton encontre, c'est par amour pour toi, par amour pour notre patrimoine familial, parce que je ne voulais pas que ce patrimoine tombe entre les mains d'une culture étrangère. Donc c'est pour le bien de notre patrimoine aussi. Ce n'était rien contre toi, mais c'était pour sauver le patrimoine. Et on s'est vraiment serré dans les bras et il est décédé quelques semaines plus tard. Et vraiment aujourd'hui, je me sens vraiment en paix avec mon papa. Vous avez dû être soulagée de lui avoir témoigné de votre amour. Il porte une bague au petit doigt de la main droite. Oui, c'est une chevalière de famille. De la famille. C'est la chevalière sur laquelle est inscrite... C'est la quoi, vous dites? C'est une chevalière de famille. Ah, une chevalière, pardon, je n'avais pas entendu. Ouais. Sur laquelle est inscrite notre devise familiale, bourgeois des cieux par la foi. Et vous ne la portez pas? J'ai oublié. C'est vrai que non seulement j'ai oublié, mais en plus, je la porte jamais, en fait. Parce que, quelque part, je n'ai pas besoin de ça, moi, pour me sentir exister. Je n'ai pas besoin de m'identifier à des armoiries familiales. Mais par contre, je m'identifie beaucoup plus, effectivement, à la devise. C'est vrai que... Bourgeois des cieux. Oui, j'ai besoin de vivre cette devise beaucoup plus que de porter la bague. Alors répétez-nous la devise. Bourgeois des cieux par la foi. C'est-à-dire que j'ai besoin de vivre ma spiritualité ou de vivre une forme de verticalité dans ma relation aux autres à travers l'action, à travers la foi, à travers la promotion du meilleur de l'homme et après toute ma carrière, ou on va dire toutes mes actions dans la vie se sont portées vers les autres et sur les autres. Beau discours, vous nous raconterez tout à l'heure en tout cas ce que vous avez fait de votre vie et en quoi elle vous ressemble aujourd'hui. On va maintenant faire la connaissance de Lisa, qui elle aussi aurait pu inspirer les scénaristes d'Hollywood. Bonjour. Bonjour. Vous êtes née de parents anglais à Barcelone et vous avez grandi donc en Espagne. Par quoi votre enfance a-t-elle été marquée? En fait, mon père est parti quand j'avais 4 ans. Et je suis restée seule avec ma maman. Et je pense que pour ma mère, ça a été extrêmement difficile parce qu'elle ne connaissait pas très bien l'Espagne et on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque et qu'elle a souffert pas mal. Et vous? Moi, je pense que j'ai moins souffert parce que je crois très fortement que pour être ancré dans la vie, il faut l'amour, le vrai amour d'un parent, mais pas forcément de deux. Donc le fait qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aimée, qu'elle était très proche, qu'elle faisait très attention à moi et surtout qu'elle pensait que j'étais magnifique. Elle m'a vraiment toujours donné des compliments, m'encouragé. Et donc je me suis toujours sentie très voulue et très appréciée. Voilà. Alors, vous étiez tellement magnifique, en grandissant, vous avez été repérée par une agence de mannequins et c'est là que votre destin s'est joué une première fois. Que s'est-il passé en 1985 alors que vous n'aviez que 18 ans? Alors, quand j'ai eu 18 ans, je suis rentrée au Vogue anglais
Parce que, en fait, c'était un concours que j'avais repéré. Alors, le Vogue, c'était un journal très luxueux, donc on n'avait pas ça forcément chez moi. Et quand le journal, un jour, j'ai vu ce journal. Je ne sais pas comment j'ai fait pour voir ce journal. Il y avait un concours. J'avais 16 ans. Alors, j'ai décidé de faire le concours. C'était un concours de journalisme. Et je me souviens très bien, j'ai écrit tout le concours de journalisme sur les serviettes en papier de la cafétéria où je mangeais quand j'étais à l'école. Et après, j'avais le gros problème de qu'est-ce que je vais faire parce qu'il faut que ça soit tapé à la machine. Et moi, je ne savais pas taper à la machine. Je n'avais pas vu jamais une machine. C'était avant les ordinateurs. Alors, j'ai demandé à la secrétaire à l'école de me taper les rédactions. Et j'ai envoyé ça dans une enveloppe pour l'Angleterre. Alors, ça me paraissait hyper exotique. J'ai mis plein de timbres et tout. Je suis allée à la poste, j'ai envoyé. Et puis, un jour, on a reçu un télégramme. Alors, que ça ne nous avait jamais arrivé. On avait reçu un télégramme une fois parce que mon grand-père était mort et c'est tout. Donc, quand ma mère a vu le télégramme, elle a failli avoir un... C'était un choc. Elle a ouvert le télégramme. Et j'avais gagné, en fait. J'avais gagné ce concours. Donc, c'est-à-dire que vous avez intégré la rédaction londonienne de ce prestigieux magazine de mode. Et très vite, vous avez su vous rendre indispensable. Oui, donc disons que le prix, c'était passer l'été chez Vogue en faisant, comme on dit en anglais, internship. C'est comme un stage, non? Mais j'ai travaillé beaucoup et ce stage s'est converti en 20 ans de carrière. En 20 ans de carrière. Ouais. Vous faisiez quoi alors? Vous étiez rédactrice? J'étais rédactrice au Vogue anglais, rédactrice photo. Et c'était l'époque quand Dana Winter est arrivée. Et en fait, une rédactrice photo, elle travaille sur toutes les photos dans le journal qui ne sont pas des photos de mode. Donc, c'était les portraits, c'était très intéressant. Mais vous travailliez sur les photos ou sur les articles? Plus sur les photos, à cette époque-là. Hein. Après, il y a eu des changements. Mais quand j'étais à Vogue anglais, sous Anna Winter, qui est quand même la plus connue de toutes les directrices de Vogue, c'était très intéressant parce que sa façon de manier le Vogue, ses idées, tout était très clair. C'était assez passionnant de travailler avec elle. Je travaillais avec les grands photographes. Alors, à 21 ans, vous êtes devenue la plus jeune rédactrice et chef du service de mode de ce magazine. Vous avez été aussi mutée à Madrid. Quel était votre train de vie à cette époque-là? Oui, à cette époque-là, en fait, j'ai été nommée rédactrice en chef mode de Vogue Espagne, qui venait d'être créée. Il n'y avait pas une véritable industrie de mode à Madrid. Donc, c'était très passionnant parce que c'était le moment de la movida. Franco était mort, fini le fascisme. Il y avait tout la à faire. Jeunesse, oui, c'était incroyable. Et c'était très drôle. J'avais un appartement avec 16 fenêtres sur la Plaza Mayor. Et on faisait des grands fiestas jusqu'au matin avec tous les couturiers. Les acteurs d'Almodovar, les travelots, les rédacteurs. C'est très drôle. On a fait Donc des grandes fêtes vous comme aviez un train de vie qui Et... pouvait supporter tout ça. Oui. Et après, j'ai été mutée à Paris, toujours pour le Vogue Espagne. Et je me suis occupée de la mode pour le Vogue Espagne à Paris pendant très longtemps, genre 10 ans. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec Lagerfeld. J'ai fait beaucoup de photos avec Lagerfeld. J'ai travaillé beaucoup avec Saint Laurent. J'ai travaillé avec Christian Lacroix, avec tous les grands mannequins de l'époque, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Découverture, le Festival de Cannes, le premier rang, le défilé de couture, le défilé de prêt-à-porter, le prêt-à-porter à Milan, Paris. C'était féerique. La grande limousine avec le driver. Des fleurs, des flottes de fleurs. C'était incroyable. Qui arrivaient à mon bureau tout le temps. Et des cadeaux. Carl, il m'envoyait un sac Chanel tous les ans. Le jour de mon anniversaire, personnalisé. Mais en fait, il s'est trompé. Donc, ça arrivait toujours le jour d'anniversaire de ma fille. Donc, j'étais toujours en plein milieu d'une fête d'enfants avec la tarte, les gosses, et les clowns. Et ça sonnait, c'était quelqu'un avec un gros sac Chanel.
Eh bien, ça fait rêver ce que vous nous racontez. Donc, alors que vous étiez en pleine ascension professionnelle, votre vie personnelle est devenue assez difficile à gérer. Quelle rencontre a changé votre vie au début des années 90 ? J'ai rencontré une petite fille qui avait 5 ans et qui j'ai pris en accueil, en fait. Une petite fille merveilleuse, très jolie, très intelligente, moitié marocaine, moitié algérienne, mais elle est française. Et où vous l'avez rencontrée ? Et je l'ai rencontrée parce que c'était ma voisine de maison. D'accord. Et elle n'avait pas de parents ? Elle n'avait pas de parents et elle avait besoin d'une famille d'accueil. Vous aviez des enfants ? Elle m'a un peu choisie, je pense, plutôt que... Vous aviez des enfants, elle est là, vous ? la petite fille. Vous aviez des enfants à ce moment-là ? Non, j'avais pas d'enfants. Donc c'était pour elle en fait que Karl Lagerfeld envoyait des salles. En grandissant, elle s'est posé beaucoup de questions sur ses origines. Vous l'avez adoptée ? Oui, éventuellement. On a fait quelque chose d'assez rare à la DAS. Ça s'appelle une reconnaissance des faits. En fait, si vous prenez un enfant en accueil et qu'ils n'arrivent pas à trouver une systémation meilleure, au bout d'un certain nombre d'années, si l'enfant est d'accord et que l'enfant a plus de 12 ans, on fait une reconnaissance des faits. Mais ça devient une adoption simple. Vous deviez être terrorisée justement jusqu'à ce qu'on reconnaisse officiellement et légalement que vous étiez sa mère adoptive. Vous deviez être terrorisée qu'on vous l'enlève, cet enfant. Oui, j'étais terrorisée qu'elle me l'enlève. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de décisions avec ce stress. C'est ça, parce que oui, j'aurais fait les choses différemment. Vous deviez être très, très attachée à elle très vite. Oui, très attachée, oui. Et vous étiez seule, vous ? J'étais, oui, plus ou moins seule. Enfin, j'étais plus ou moins mariée à différents moments, mais en fait, je pense... Comme dit Romy Schneider dans un film, vous n'avez jamais trouvé le moyen d'avoir un homme et un enfant en même temps. J'ai toujours eu mon enfant. Mes enfants, ça a toujours été le plus important pour moi. Mais je pense que c'était, en fait, une situation assez peu commune, parce que quand on travaille en étant parent d'accueil, chose que il faut absolument le faire. C'est très important, on a besoin de plus de parents d'accueil dans le monde. Mais c'est très inusuel qu'une étrangère est en plus célibataire. Donc j'étais vraiment très contrôlée par les assistants sociaux. Et ça, c'est bien et c'est normal et comme il faut. Mais c'est vrai que ce n'était pas complètement naturel tout le temps. Ouais. Alors, elle se posait beaucoup de questions, cette petite fille, sur ses origines. Comment vous la rassuriez ? En fait, j'ai essayé d'apprendre l'arabe. J'ai essayé de cuisiner arabe. Et puis, on est parti 7 ans au Maroc, tous les étés, toutes les vacances scolaires. Mais vous continuez à travailler ? J'ai cherché sa famille biologique. Ouais. Et ils ont renoué connaissance avec elle. Et puis, on a beaucoup voyagé par le Maroc pour essayer d'avoir cette culture. Je ne voulais pas qu'un jour, elle se retourne et qu'elle me dise « Tu m'as séparée de mes origines ». Déjà, et j'étais jeune, j'avais 23 ans, mais déjà, à l'époque, je pensais que c'était important. Très bien. Alors, vous êtes allée au Maroc avec elle pour renouer avec ses origines. Et c'est au cours de ce voyage que votre vie a pris encore un nouveau virage. Non, c'est plutôt quand on est parti au Ghana. Parce qu'à un moment, le psychologue m'a dit souvent les enfants adoptés se posent beaucoup de questions à l'adolescence. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler l'empathie. Il faut que cet enfant elle se rende compte qu'elle n'est pas seule dans le monde, qu'il y a des autres enfants dans des situations similaires et qu'elle se voit rassurée dans ça. Alors, elle a dit, pour travailler l'empathie, ça serait idéal que votre fille elle fasse du volontariat. Et j'ai dit, ah oui, c'est génial, elle va aller faire du volontariat. Alors, je dis à Sabrina, est-ce que tu vas aller faire du volontariat? Elle a dit, bien sûr, maman, mais je veux que tu viennes avec moi. Et moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas, Je n'étais pas du tout préparée. Malgré le fait que j'avais beaucoup voyagé au Maroc, je ne sais pas pourquoi, je suis allée en Afrique sans être vraiment préparée. Et j'avais très peur. Quand on est arrivé dans l'orphelinat où on devait travailler, c'était une orphelinat affreux. Et Sabrina, elle s'est tout de suite intégrée. Elle a toujours eu le don de ça. Et alors, elle m'a fait comprendre aussi le point de vue des enfants. Donc, je pense que si j'étais arrivée dans un endroit bien structuré, où il y avait assez à manger, où les enfants étaient aimés, soutenus et tout ça, j'aurais
rien remarqué et je serais repartie et ça aurait été l'anecdote. Mais en fait, je suis arrivée dans un endroit qui était tellement malmené, les enfants, ils ne mangeaient pas à sa faim, ils les faisaient faire du travail forcé, l'endroit était sale, c'était plein de mouches, les enfants mouraient. On a vu 3 morts en un mois et il n'y avait pas l'accès aux soins médicaux qu'il fallait. La malaria, tout le monde l'a chopé tout le temps et il ne le prenait pas au sérieux. Enfin, c'était tellement ahurissant que ça a changé ma vie. Donc, à peine rentrée à Paris, vous vous êtes dit, je ne peux pas laisser tout ça comme ça, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Et ça vous a fait réfléchir et vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Vous nous parlerez de votre deuxième vie un petit peu plus tard dans l'émission. Avant de découvrir nos appels à témoins, je vous rappelle que Toute une histoire est une émission interactive et que vous pouvez vous aussi réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Toute une histoire. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. Vous avez réussi dans la vie alors que vous n'aviez pas fait d'études. Vous êtes ce qu'on appelle une self-made woman. Vous avez arrêté vos études très jeune et pourtant vous avez réussi à faire fortune. Dans votre pays, les petites filles n'étaient pas scolarisées. En arrivant en France, vous avez commencé des études sur le tard et depuis, vous avez une belle situation. Vous avez débuté votre vie active en étant ouvrière et par la suite, vous avez gravi tous les échelons. Après avoir arrêté vos études trop tôt, vous faites désormais tout pour vous construire une belle carrière. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute une histoire. Il y a 1 an, Sandrine nous avait parlé de son orthorexie. Vous pouvez nous dire ce que cela signifie? C'est simplement le fait de devoir manger sain, de voir vraiment ce qu'il y a dans l'assiette. Dans les coulisses de l'émission, elle a fait une rencontre qui a été déterminante pour elle. Elle est arrivée, petite larme ici, elle m'a dit « Sandrine, il faut que tu l'écrives ce livre. Caroline, merci. » Caroline, c'est la rédactrice en chef de l'Histoire continue. Et Sandrine a suivi ses conseils. Elle l'a écrit, ce livre. C'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense, parce qu'on dit souvent qu'on est utile, mais je pense que c'est vrai. Et c'est pour ça que je le fais. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Alors que l'avenir leur souriait, nos invités ont décidé de prendre un chemin de traverse. Elles ont décidé de s'écouter pour mener la vie dont elles avaient vraiment envie et pas celle qu'on avait choisie pour elles. On va poursuivre avec notre deuxième partie qui a pour titre « La sérénité retrouvée » justement. Et avec Isabelle qui nous disait tout à l'heure qu'à 30 ans, vous avez épousé un guide que vous aviez rencontré à la sortie d'un monastère en Égypte. Vous vous êtes mariée avec lui contre l'avis de votre père, ça a engendré une rupture avec lui, vous êtes déshéritée de votre part du château. Quelle tournure cette histoire d'amour a-t-elle pris 6 ans plus tard? Est-ce que votre père avait raison d'avoir des doutes? Eh bien, on s'est séparés avec mon ex-mari, mais c'est pas pour autant que mon père avait raison, parce qu'on s'est séparés pas du tout pour des raisons qui étaient celles que mon père craignait, c'est-à-dire une incompatibilité culturelle. On était très proches, bien que lui musulman et moi chrétienne, on partageait vraiment les mêmes valeurs. Mais personnellement, j'avais besoin de ne plus réussir en me servant moi-même de tout ce que la vie m'offrait, mais de me mettre au service de la collectivité et du groupe. Et c'était incompatible avec le fait de vivre avec lui? Oui, c'était incompatible parce que lui voulait plutôt rentrer dans une relation de couple classique où vraiment on est dédié l'un à l'autre, où on a un peu l'exclusivité sur l'autre. Et moi, j'avais vraiment besoin j'avais trop d'amour à donner. Je n'arrivais pas à me contenter d'aimer un seul homme, mais je dis bien attention, dans le sens amour inconditionnel du terme. Attention à ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'un seul homme ne vous suffisait pas que vous aviez des besoins. J'avais besoin d'aimer au-delà du couple. D'accord. Voilà.
Au-delà du couple, pas au-delà d'un seul homme, on est bien d'accord, mais au-delà du couple. Non, mais donc pas forcément d'autres hommes. Non, bien sûr que non. Mais voilà, bien mais sûr que non. précisez-le, parce que c'est pas clair. Non, tout à fait. Voilà. Il y avait aussi un appel vers un idéal pour une forme de transcendance, mais mise en pratique, mise en application dans des actions quotidiennes, dans mon quotidien. Et donc ma vie au Caire ne me suffisait plus de ce point de vue-là. J'avais le sentiment d'étouffer. Et puis surtout de ne pas être assez utile quelque part à la collectivité. Il y a de quoi faire. Pourtant, j'étais déjà journaliste, j'étais reporter pour la radio suisse romande, j'ai fait pas mal de choses à cette époque-là, mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'aimer plus encore, ou en tout du moins apprendre à aimer plus encore. Donc on s'est séparés. Et en 99, je suis rentrée en Suisse. Il m'a raccompagnée très élégamment d'ailleurs, parce qu'on s'est quittés en très bons termes. Il m'a raccompagnée dans mon petit château de famille. C'est là où j'ai retrouvé un toit. Où on vous a accueilli ? Oui, c'est-à-dire que mon papa n'était pas encore décédé à ce moment-là. Hein. Il est décédé en 99, précisément. En même temps, finalement, plus ou moins à la même époque de mon retour. Et puis là, j'ai vécu de petits boulots pour rebondir. Donc j'ai été à me livrer du poisson à haut talon dans des grandes surfaces. J'étais la secrétaire dans une pisciculture en circuit fermé. J'ai servi la fondue à l'alpage. Au point où même une fois une amie la grand-mère d'un ami aristocrate, un ami noble suisse, un très 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 cher ami d'ailleurs, est venue manger la fondue à l'alpage et m'a surprise en flagrant délit de servir la fondue et m'a dit vraiment sur un ton très condescendant: mais ma pauvre chérie, si ton père te voyait, il se retournerait dans sa tombe. Donc j'ai dit bon, très bien. J'ai dit écoutez, je vous remercie beaucoup, mais c'est ici que je me sens bien. Je me sens bien dans des lieux authentiques. On était dans un vieux chalet rustique dans le creux du vent, avec un âtre qui crépitait. Enfin voilà, j'avais besoin d'authenticité. Ça, c'est vrai que depuis toujours, depuis mon enfance, je cherche cette authenticité et cette simplicité. Et après, donc j'avais quand même besoin de gagner ma vie un petit peu plus régulièrement. Et donc j'ai été reçue par la Croix-Rouge internationale. Alors, donc votre vie a encore une fois bien changé aujourd'hui. Il y a quelques jours, vous nous avez accueillis chez vous, en Suisse, pour nous la faire découvrir, car manifestement, après cet engagement à la Croix-Rouge, il y a eu un autre parcours. D'aventure en aventure, c'est le titre du sujet que nous vous avons consacré. Regardez. Pinsec, en plein cœur des montagnes suisses, à 2 heures de Genève. C'est ici, dans ce hameau de 26 âmes, qu'Isabelle a posé ses valises, il y a 10 ans. C'est bon l'herbe tendre du printemps, hein? Adieu mon petit pépère. J'ai décidé de vivre coupée du monde pour me reconnecter à une certaine authenticité. J'ai besoin d'aller à l'essentiel. Donc c'est vrai que c'est un mode de vie qui m'habite depuis toujours, mais il est venu très naturellement à moi. Et la difficulté, c'était de vivre cette authenticité sans renier le passé, sans renier ses origines, sans renier sa famille. Car Isabelle n'a pas toujours connu cette vie simple, loin de tout. On y va. Voilà. Fille d'un ambassadeur, elle a grandi dans la bourgeoisie suisse et a connu la vie de château. Dans cette malle, des souvenirs de son passé. Ça, c'est une soirée, un bal de l'aristocratie suisse que je fréquentais beaucoup à l'époque. Et je me souviens particulièrement à cette soirée que je me sentais tellement pas à ma place dans cet univers-là qu'au bout de 10 minutes après que le repas ait commencé, je me suis échappée dans la nature et puis j'ai jeté mes sandales. Je me suis assise au pied d'un grand arbre, j'ai respiré le grand air en me disant voilà, moi c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est vraiment être en lien avec le vivant dans son authenticité. Et j'ai passé toute la soirée dehors en fait. Quand je revois ces photos, je me dis que j'ai eu une belle vie. D'abord avec un départ brillant, et puis maintenant j'ai une vie riche, plus intérieure. Loin de sa jeunesse dorée, aujourd'hui, Isabelle a décidé de dédier sa vie aux autres. Elle prépare un projet solidaire où elle va traverser la Tunisie en caravane. Elle va partir à la rencontre des populations les plus pauvres pour leur offrir des concerts gratuits.
Et c'est grâce à Internet qu'elle prépare cette aventure à distance. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Marwen Zahara, qui s'occupe de l'organisation du voyage sur place. Bonjour Marwen. Bonjour Isabelle, ça va? Bien, très bien, je te remercie. Alors, écoute, je voulais savoir un petit peu où t'en étais avec les derniers préparatifs. On est à 100% prêt. Toute l'équipe, ils ont fait un grand travail. Ici, tout le monde, il se réjouit tellement pour l'événement. Rien que pour changer un petit peu les mentalités. Écoute, c'est formidable, hein. On se réjouit beaucoup de notre côté aussi. Nous, on est prêts aussi de notre côté, du côté des 30 caravaniers. Et on va vraiment aussi venir avec le meilleur de nous. Merci pour tout. Ma salama. Ma salama. Merci, au revoir. Dans son projet, elle a embarqué d'autres bénévoles. Parmi eux, il y a Marguerite et Karen. Ça va? Oui. Je vais vous montrer un petit peu l'itinéraire. Donc on démarre à Bizerte, tout au nord de la Tunisie, où il y aura un concert inaugural. Et on va remonter à Matmata, où on va passer une nuit dans une maison troglodyte. Et là, on va aussi donner un concert. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je m'attendais vraiment à aller juste pour la paix, dans cette attitude de rencontre. Et je découvre qu'on fait tout un voyage touristique en plus. Ah oui, bien sûr. Développement personnel et tout ça. L'idée, c'est vraiment de combiner la démarche solidaire avec l'action utile et touristique aussi, quelque part. Et puis en même temps, à travers la découverte du pays, on découvre les gens. Exactement. Surtout. Ouais. C'est vraiment fondamental, voire existentiel pour moi de transmettre ma passion, qui est celle d'aimer les humains. Je suis très touchée quand les gens que je rencontre se rendent réceptifs à ce que j'essaie de transmettre, en voulant vous-même, à votre tour, apporter votre amour, votre amitié, votre tendresse à d'autres cultures, à d'autres humains qui sont très différents de nous. Ça donne beaucoup de sens à ma vie. Je vous remercie, d'ailleurs. Merci à toi. C'est réciproque. Mais alors, vous en vivez de ça, Isabelle? Vous en vivez de ce projet? Pas encore. Alors là, il s'agit de la caravane amoureuse que j'organise avec le pianiste Marc Vella en Tunisie. Et nous partons 3 semaines avec une trentaine de caravaniers. C'est donc son initiative, mais je l'aide à organiser tout ça sur place. Pour l'instant, je n'arrive pas encore vraiment à vivre des voyages solidaires, parce que depuis 2 ans, j'ai créé un portail de voyages éthiques et solidaires, où justement, on peut, voilà Marc Vella, où on peut combiner la découverte de la beauté d'un pays avec l'action utile aux collectivités locales. C'est vraiment mon intention, c'est de réunir les 3 axes de ma vie, c'est-à-dire l'amour pour les voyages, l'amour pour les humains, l'humanitaire, et puis la découverte de la beauté sous toutes ses formes. Mais je n'arrive pas encore à y vivre. D'abord, la société a 2 ans. Et puis, mais parallèlement à ça, pour vivre, donc j'ai une chambre d'hôte. Et puis, je donne des stages sur la positivité et la joie de vivre. Quelles leçons vous tirez de votre parcours? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent? Je dirais que pour moi, c'est fondamental d'arriver à se libérer des conditionnements hérités de notre famille, de notre culture, de notre religion, de nos ancêtres, pour être à l'écoute de ses propres besoins et de vivre sa vérité intérieure, profonde. Je pense que ça vaut la peine parfois de prendre des risques, quitte à déplaire à ceux que l'on aime le plus, pour au contraire apprendre à s'aimer soi-même. Et pour moi, la plus belle manière de sauver le monde, entre guillemets, c'est de construire à l'intérieur de soi cette paix et cette sérénité. Jean-Yves Leloup disait construisez la paix en vous et une multitude sera sauvée. Et c'est vraiment ce message-là que je souhaite partager avec vous. Quitter aussi des carcans pour accéder à quelque chose que je pense être profond, c'est la liberté d'être. Parce qu'on parle toujours, on entend parler de l'humanitaire, mais l'humanitaire, c'est aller à la rencontre de l'humain et de la souffrance de l'humain pour leur être utile. Je veux dire qu'on ne peut exister que dans un lien, on n'existe pas tout seul. Je veux dire, on ne se réalise pas juste soi avec soi. On se réalise aussi dans le partage et avec l'autre. La réalisation de soi, elle n'est jamais évidente quand on est seul. C'est pas possible. On va reprendre maintenant le fil de l'histoire d'Elisabeth. Elisabeth a 15 ans. Vous avez coupé le cordon avec votre famille pour vivre la nuit
Vos aventures nocturnes vous ont mis sur le chemin de l'alcool, de la drogue, mais aussi d'un certain Bada, qui a fait la une des journaux en 1975 après un braquage de banque qui a mal tourné. Est-ce que vous saviez qui il était lorsque vous l'avez rencontré en boîte de nuit? Oui, c'était mon prince charmant. Non, je ne savais pas que c'était un... On dit le mot voyou, c'est marrant. Moi, je trouve que ça ne lui va pas parce que moi, je connais l'être humain. Donc, bon, de toute façon, on ne peut pas mettre d'autres qualificatifs par rapport à la société. Donc, non, je ne savais pas ce qu'il faisait. Il m'avait dit qu'il travaillait dans l'immobilier. Moi, j'avais 18 ans, il en avait 20, on était jeunes. Et vous êtes tombée folle amoureuse de lui? J'ai eu un coup de foudre, immédiat. Je l'ai vu, j'ai commencé à trembler de partout, ça a été coup de foudre. Quel souvenir vous gardez de cette période? Pour moi, c'était vraiment... en fait, c'est devenu tout ce que j'avais pas. C'était l'amour, c'était le partage, c'était un peu la folie, l'inconscience. Et voilà. Moi, je ne savais pas qu'il faisait des banques. Enfin, bon, c'était sa première quand même. Hein. Ce n'était pas un métier officiel. Hein. Il n'était pas inscrit à la LPE. Vous l'avez su à partir de quand? Hein? Vous l'avez su à partir de quand? Le jour du hold-up. Mais c'était combien de temps après votre... de la banque. Ça faisait déjà 3-4 mois qu'on sortait ensemble. Est-ce on que avait ça eu le temps de partir en vacances à l'Alpe d'Huez, faire des trucs sympas, quoi. Mais comme il dépensait de l'argent, mais moi, d'un milieu où il y en avait, quand j'étais petite, j'allais dans les palaces, donc ça me gênait. Voilà, c'était normal, quoi. Enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était normal. Je ne cherchais pas... Alors, quand vous avez compris quelles étaient ses activités, ça vous a dissuadé de l'aimer? Je l'ai appris en direct de la banque, puisqu'il m'a appelé de la banque. Hein. Donc, et non, d'abord... Il vous a appelé pour vous dire quoi? Pour me dire adieu de la banque, me dire que voilà, il venait de faire un hold-up, que voilà, qu'il m'aimait. Qu'il était arrêté? Non, qu'il y avait des otages et qu'il ne s'en sortirait pas vivant. À l'époque, il y avait un inspecteur qui est assez connu, dont je viens justement de perdre le nom, qui s'occupait de cette affaire. Et il m'a dit, on ne s'en sortira pas vivant. Donc, bon, moi, 18 ans, gamine, bien protégée. Enfin, protégée, je m'entends, pas émotionnellement, mais protégée sous d'autres points de vue. Bon, banque, j'ai pas tellement tilté, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après dîner avec mon père à table, j'ai pris le métro, j'y suis allée sur place. J'étais parmi les badauds qui criaient « Allez-y les petits gars » et tout. Non mais c'est vrai en plus. Et bon, ils sont sortis, il y avait une armada de flics partout sur les toits, des tireurs d'élite, des machins. Et moi, j'avais juste mis les affaires qu'ils m'avaient achetées. J'avais une paire de bottes qu'ils m'avaient acheté, le jean qu'ils m'avaient acheté. J'étais là, j'attendais bêtement. Enfin, je ne sais pas ce que j'attendais en fait. Et donc, ils sont partis avec les otages comme ça, au milieu de la nuit. Moi, je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le lit et j'ai mis la radio, j'ai attendu. Et il y a eu un coup de fil. Et il m'a dit, voilà, on ne sait pas où elle est, est-ce qu'on peut venir chez toi? Et j'ai dit, bien sûr. Quelle question. Donc voilà, quand il est arrivé, c'était l'homme de ma vie qui arrivait. Voilà, puis c'est tout. Je ne me suis pas posé de questions, mais sur rien du tout. Je ne pense pas que ça soit de la bêtise. Je pense que c'est... De l'inconscience? Beaucoup d'inconscience et puis une façon de se cacher un peu la vérité, de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient. Et à partir de là, vous êtes partie en cavale avec lui? Oui, pendant 1 an et demi. Donc vous avez voyagé, qu'est-ce que vous avez fait? Non, pas beaucoup. On a été au Maroc, on a fait un peu tout le Maroc, tu vois. Et l'histoire d'amour était toujours aussi intense? Oui. Et puis vous avez fini par vous faire arrêter à Athènes? À Athènes, quand on est parti pour la Grèce, oui. Et Bada a été arrêté? Non, pas du tout. Lui, eux, ils ont pu passer à la douane. Il n'y a que moi, en fait, qui me suis fait arrêter parce que mon passeport était mal falsifié. Donc, j'étais interviewée. Donc, j'étais interrogée pendant 2 heures par des flics en civil qui m'ont relâchée. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal qu'ils m'en relâchent. Parce qu'Interpol était au courant. Je me suis dit, c'est pas normal. Ils ont relâché pour faire un appât? Exactement, pour servir de carotte. Donc, quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai dit... j'ai pas voulu monter dans le taxi, puis bon, bref. Et donc, et moi, je suis restée 3 mois en Grèce pour protéger, pour protéger sa vie, tout simplement, parce que j'aurais pu très bien rentrer à Paris. Qu'est-ce que j'avais à perdre? D'abord, j'avais même pas l'impression que je risquais quelque chose dans cette histoire. J'étais vraiment... C'était pas... comment il s'appelle, au tracteur qui fait ça comme ça? Bon,
Voilà, j'aurais pu rentrer à Paris du jour au lendemain, j'avais aucun problème de ce côté-là. J'avais pas peur de la police, absolument pas. Mais je me suis dit, si je rentre à Paris maintenant, Interpol va fermer les frontières. Donc lui, il risque sa vie. Ils étaient à l'époque condamnés à mort par contumace. Donc je me suis dit, je vais lui offrir 3 mois de ma vie. Et le mot offrir, c'est vraiment ça. Parce que ça a été l'enfer pendant 3 mois. Mais vous l'avez vu pendant ces 3 mois? Non, non. Mais en fait, j'ai appris par la suite, bien plus tard, quand je suis retournée en France, mais des années bien plus tard, quand il y a eu des films de faits, quand j'étais en contact avec certaines personnes qui étaient un peu dans ce milieu-là à l'époque. Et j'ai appris qu'en fait, eux, ils ont eu peur que je rentre en France tout de suite. Donc, ils sont partis en Italie. En fait, moi, le sacrifice, oui, c'est un sacrifice. Ce que j'ai fait pendant 3 mois n'a servi quelque part à rien, à part à me détruire davantage, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 mois? J'ai survécu avec pas d'argent, pas de valise, comme j'ai pu. Et puis lui a été arrêté et tué? Lui, plus tard, c'était en 80, je crois. Oui, il a été Moi, j'étais rentrée en France entre-temps. Bon, mes parents m'ont éjectée, tout de suite. Donc, alors, ça veut dire que vous êtes resté combien de mois Je suis restée 3 mois en Grèce. 3 mois en Grèce. Ensuite, vous êtes rentrée en France. Ensuite, je suis rentrée à Paris. Donc, tout ça sans être en contact avec lui, en étant toujours folle d'amour pour lui, en étant dans le manque de lui, j'imagine. Et on s'était promis que si jamais on était séparés, on s'attendrait 5 ans. Voilà. Et au-delà de 5 ans, vous vous autorisiez à refaire votre vie? Non. Et 4 ans après, j'ai appris sa mort. Donc, il y avait 1 an, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Moi, sa mort, je ne l'ai pas... Je l'ai refusé quelque part. Pour moi, il était toujours vivant. Et même des années plus tard, bien longtemps plus tard, je me suis dit, ça se trouve, il n'est pas mort. Puis il se planque. Et puis je dis, bon, ça va, on affabule. Bon, je suis consciente que j'affabule, donc j'essaye de faire la part des choses. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment... Dans ma tête, pour moi, je me disais, mais c'est pas possible qu'il soit mort. Ça veut dire que vous vous êtes empêché de vivre pendant des années en étant dans son souvenir? Quand j'ai appris sa mort, je suis restée quelques temps à Paris, dans son univers à lui. Donc là, c'était la grosse mafia. Enfin bon, bref, moi je papillonnais, plouf, plouf. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, il n'est pas là, c'est pas là qu'il va revenir, donc je pars. Et je suis partie comme géo Club Med. Et de là, je suis allée m'installer à l'île de la Réunion. Donc j'ai quitté le Club Méditerranée et je me suis installée à l'île de la Réunion, où j'ai rencontré le futur père de ma fille, par la suite. Donc combien de temps après? 4 ans plus tard. Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui? J'écris des scénarios, puisqu'il y a eu le film que je n'ai pas aimé du tout, donc j'ai réécrit entièrement le scénario. J'en ai écrit 2 autres, j'écris des bouquins. Et puis, j'ai fait une formation de conseiller en relations conjugales pendant 2 ans. Je n'ai pas pu malheureusement me payer la suite parce que c'était un peu trop cher, vous voyez, les sous, c'est notre truc. Et là, je me lance, outre les scénarios, j'ai profité du Festival de Cannes puisque j'habite à Cannes, je me lance comme coach. En quoi? Coaching relooking. Coach parce qu'au niveau des relations humaines, je pense que je suis passée par tellement de travers dans ma vie. Je suis quelqu'un de très empathique aussi. Donc je comprends la souffrance de l'autre, je la ressens. Donc je crois, mais sans tomber dans l'armoiement parce que j'aime pas ça. Et donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc je pense que je peux aider des gens à se booster eux-mêmes. Je suis très bonne pour les autres, plus que pour moi-même. Donc un mot de... Je crois que c'est souvent, dans cette quête de liberté et dans cette quête de vouloir toujours donner à l'autre, on est toujours meilleur pour autrui que pour soi-même. Bien sûr. Et ça, c'est une constante qu'on peut retrouver partout. Lisa, alors que vous étiez l'une des figures les plus importantes du monde de la mode, vous avez décidé de tout plaquer en rentrant de cet orphelinat au Ghana. Vous avez vu des enfants mourir, vous avez vu la misère, et vous vous êtes dit, je ne peux pas rentrer, retrouver ma vie et faire comme si de rien n'était. Donc, vous êtes retournée sur place, et qu'est-ce que vous avez fait sur place? Je suis là, ça fait 12 ans que je suis au Ghana. Mais alors, vous avez tout plaqué? Oui, votre travail, tout plaqué. tout. Et vous avez pris la direction de cet orphelinat? Non, en fait, les orphelinats, c'est tout ça qu'il ne faut pas. Parce que les orphelinats, on va reprendre l'histoire d'Elisabeth, les orphelinats, ça va faire comme les gouvernantes.
C'est affaire des personnes qui sont payées pour s'occuper des enfants. Et Yvonne, elle va me corriger si c'est pas ça, mais c'est pas ça qu'il faut du tout. La chose qui m'a sauvée, moi, dans ma vie, c'est une relation d'amour. Ma mère, malgré le fait qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle était dans un pays qu'elle ne connaissait pas, elle a cru en moi, elle se concentrait sur moi. Elle avait son boulot, elle faisait sa vie, mais elle était présente et puis l'amour était vrai. C'était une femme un peu simple aussi, comme on a évoqué la paysanne avant. C'était un peu ça. Et je me suis rendu compte que tous les enfants du monde, ils ont besoin de ça. Et les orphelinats, ils ne donnent jamais ça. Donc, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Orphan Aid Africa. Je l'ai fondée en France. Et on s'est dédié à aider le gouvernement du Ghana à fermer les orphelinats et à faire un travail pour remettre les enfants dans leur famille d'origine. Et c'est passionnant. Donc c'est ce que vous faites? Oui, c'est extraordinaire. Pour qu'ils retrouvent, à condition qu'ils aient des parents encore en vie? En fait, le mythe, c'est que dans les orphelinats, les enfants sont orphelins. Et c'est pas vrai. Ah bon? Non, les enfants dans les orphelinats sont des enfants abandonnés ou c'est des enfants de familles pauvres qui ne peuvent pas payer une éducation pour leurs enfants. Donc, ils sont tentés par la solution orphelinat parce que ça fait un peu école. École où on dort la nuit, comment ça s'appelle? Internat. Ouais. Mais en fait, nous, on a visité 148 orphelinats. On a compté 4500 enfants et 80% de ces enfants avaient de la famille. Donc, alors, petit à petit, vous les replacez dans leur famille d'origine, voilà. En veillant, j'imagine, à ce qu'ils soient bien traités, correctement nourris, oui. Et qu'on s'occupe d'eux. Oui, on offre toute une série de services, les assistants sociaux. Mais ils vont à l'école, ces enfants? Le support psychologique, les bourses scolaires que moi j'ai eues quand j'étais enfant. On offre aussi l'accueil temporaire, montre qu'on cherche les familles. Est-ce que vous êtes la physiothérapie. heureuse? Oui, je suis très heureuse. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ben, je pense que Orphan Aid Africa, ça a été une très belle aventure pour moi. Je pense que ça a bien comblé les choses dans ma vie parce que j'ai retrouvé un peu la logique quand j'étais petite. Voilà. Et j'essaye de recréer ce bonheur pour des enfants. Je crois qu'un enfant a besoin d'être à l'intérieur d'une famille. Est-ce que vous avez créé une boutique de mode et vous créez vous-même vos tenues? Non. Non, j'ai la même couturière depuis 12 ans qui me fait tous mes robes. Ah bon? C'est la mère d'un de ses enfants qui était en orphelinat et qu'on a replacé avec sa famille et qui me fait toutes mes robes. Comment il vous appelle là-bas? Il devait avoir un nom. Oui, Mama Lisa. Comment? Mama Lisa. Et votre fille, elle vient avec vous là-bas? Oui, elle est venue avec moi. Elle est restée 2 ans. Après, elle est rentrée à Paris pour faire carrière. Elle a fait des très beaux petits-enfants. Mais il vient l'été. Elle me rend visite. Et vous avez adopté des enfants là-bas? Oui, j'ai adopté 4 autres enfants. Donc, 2 en accueil, pardon. Princewell et Apene. Et 2 autres adoptés, Loulou et Francis. Bon, eh bien, donc vous tirez un grand bonheur et vous ne regrettez pas d'avoir fait ce choix? Non, parce que je pense que moi, je ne suis pas le problème. Je ne crée pas la séparation. Mon organisation, Orphan Aid Africa, ça fait partie de la solution. Donc, tous les jours, je me réveille, je sauve des vies, j'arrange des trucs, je remets des familles ensemble. Et ça donne du sens. Oui. Ça nourrit de l'intérieur. Oui. Vous lisez toujours Vogue? Oui, je lis toujours Vogue. Ils sont gentils avec moi. Et rien ne vous manque de la vie d'avant, si j'ose dire? L'eau chaude, l'eau courante, des fois. Et on perd beaucoup de temps à aller chercher de l'eau. Et puis, l'électricité, grande dimension. Ah oui, d'accord. Donc, vous vivez quand même dans des conditions... Oui. Bon, là, depuis 1 an, on a de l'électricité, mais ça vient et ça va, ça vient et ça va. Bon, en tout cas, bravo pour ces parcours passionnants. Merci d'avoir partagé vos expériences riches d'enseignements et j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir très prochainement dans l'Histoire continue. Bon retour au Ghana et embrassez vos enfants de notre part. Merci. Dans l'Histoire continue, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine et Magali, 2 femmes au caractère bien trempé. À l'époque, Magali était venue nous parler de sa relation amoureuse, qu'elle vivait non pas à 2, mais à 3.
avec son compagnon et la mère de celui-ci. Elle nous dira où elle en est aujourd'hui. Sandrine, quant à elle, a réussi après des années de souffrance à vivre avec son orthorexie et elle apprend aujourd'hui à se reconstruire en tant que femme. Nous allons tout de suite prendre de ses nouvelles. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec vous, Sandrine, que nous allons ouvrir ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Je vous avais reçu dans une émission intitulée « Mon alimentation, ma prison ». Vous étiez venue nous parler de votre maladie, l'orthorexie. Quelle est cette maladie exactement? Bonjour Sophie déjà. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain sur la qualité et le nombre de calories. Donc c'est une maladie qui au début commence par des tocs et petit à petit vous coupe du monde tout simplement, vous empêche de vivre dans la société. Vous refusez les invitations, vous commencez ensuite à passer des heures entières dans votre cuisine pour essayer justement de préparer la meilleure assiette au niveau des calories, bien sûr, mais surtout au niveau de la qualité des assiettes. Vous en étiez où dans votre maladie quand vous étiez venu nous voir? Alors j'étais vraiment dans limite la dépression, un peu plus. Je pense que si j'avais continué sur cette route, je ne serais pas ici, déjà. C'est vous, d'ailleurs, qui nous aviez contacté oui. à l'époque. Pour quelles raisons, justement, vous avez eu envie de témoigner? Parce que j'en pouvais plus. Et puis, pour la première fois, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et puis, quand je suis tombée sur l'appel à témoins, je pense que j'ai dû passer du vert au rouge au violet en l'espace de 30 secondes. Parce que c'était pour moi, ça m'était adressé et c'était vraiment ma dernière chance. Quand vous êtes venu donc la première fois sur notre plateau, vous n'arriviez pas à venir à bout de ce trouble du comportement alimentaire qui vous empêchait de vivre depuis plus de 15 ans. Vous ne saviez plus du tout vers qui vous tournez. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui, 1 an après votre premier passage dans notre émission? Quel rapport entretenez-vous avec les aliments? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en images. What would I do without your smart mouth? On n'a pas de vie de femme, on se met en retrait de pas mal de choses. Après 20 ans d'anorexie, Sandrine souffrait depuis d'un autre trouble alimentaire, l'orthorexie. Vous pouvez nous dire ce que cela signifie? C'est simplement le fait de devoir manger sain, de voir vraiment ce qu'il y a dans l'assiette, de jamais mélanger les légumes, jamais mélanger la viande. Sandrine ne mangeait qu'une fois par jour, mais elle passait des heures dans sa cuisine à préparer cet unique repas. Mon poisson, je le rince bien parce que, je sais pas, j'ai pas confiance, quoi. Je crains peut-être les microbes, je crains que ça me fasse mal. Donc, voilà, ma vie, c'est ça. C'est une journée toujours pareille, concentrée sur la nourriture. On se dit, en fait, on vit pas, quoi. Sandrine s'enfermait totalement dans l'orthorexie. Et Bastien, son fils, se sentait impuissant face à sa maladie. Ce qui me gêne, c'est toi de te voir souffrir. Tous les jours, faire ce que tu fais avec ton assiette, trier tes aliments, tout ça. Je culpabilise et ça m'inquiète aussi. T'as pas à culpabiliser par rapport à ça, loin de là. Hein. Ouais, mais si on en parlait plus souvent, peut-être que ça changerait aussi. J'ai pas envie de t'embêter aussi avec ça, Bastien, c'est normal. T'es pas mon psy, t'es pas... Bon, je suis ton fils. J'en ai marre, ça me bouffe la vie. J'aimerais faire un petit resto avec mon fils. Un an après l'émission, Sandrine a parcouru bien du chemin. Et son témoignage dans toute une histoire a été déterminant. Au moment de l'émission, j'étais
J'étais limite dans une dépression, j'étais dans le noir total. Je mourais petit à petit. C'était un suicide latent, quoi, en fait. Participer à l'émission, c'était vraiment ma dernière chance. J'ai trouvé quelqu'un pour m'écouter, j'ai senti une libération. Quelque chose, un déclic. Après 10 années rythmées par l'orthorexie, Sandrine a pris la décision de se prendre en main. Aujourd'hui, je ne suis pas guérie, mais je vais beaucoup mieux. Je suis suivie par un psychologue, une diététicienne. J'ai arrêté de trier les aliments dans mon assiette. Je m'amuse même, par défi, à les mélanger. J'ai faim, chose que je ne connaissais pas la faim, en fait. Je me sens bien, vivante. Ah ouais, surtout ça, vivante. Sandrine a même réussi à créer de nouveaux liens avec son fils, Bastien. Les relations aujourd'hui avec Bastien sont tellement tranquilles, sereines. On parle de tout. Il avait plein de choses à me demander concernant la maladie. Il a ce regard qui s'attendrit et je sens qu'il est fier de moi. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Marc, l'un de ses amis, ainsi que Bastien, son fils, sont admiratifs du combat de Sandrine contre la maladie. Maintenant, je la trouve déjà plus détendue, plus souriante, on discute mieux. Elle commence à lâcher prise, ce qui est bien. Elle a repris goût à la vie, en quelque sorte. Il y a plus de pression autour du repas qu'on se mettait, en fait, quand on mange ensemble. C'est l'occasion de discuter, ça paraît idiot, mais enfin, on n'avait pas ça, en fait, avant. Je suis étonné du chemin qu'elle a parcouru, c'est clair que c'est assez impressionnant. Et même si le chemin est loin d'être terminé, c'est déjà très encourageant, tout ce qu'elle a réussi à accomplir jusqu'ici. Après des années marquées par l'orthorexie de Sandrine, Bastien et Marc souhaitent aujourd'hui savourer chaque instant auprès d'elle. Je suis heureux de la voir comme ça, c'est sûr. C'est clair que quand on se rencontre, c'est un grand sourire. Depuis qu'elle va mieux, j'ai bien envie de profiter un peu plus d'elle. Qu'on se voie plus souvent, qu'on fasse plus de choses ensemble. Ce que je lui souhaite maintenant, c'est de continuer dans ce qu'elle fait, de plus faire de la maladie en fait un élément central de sa vie, et donc voilà, maintenant de profiter de tout ce qu'il y a autour d'elle. Franchement, je suis très fier d'elle. When the night has come and the land is dark and the moon. Aujourd'hui, Sandrine profite de tout ce qu'il y a autour d'elle. Et elle s'organise même des sorties avec son fils, Bastien. Incapable de pousser la porte d'un restaurant il y a encore quelques mois, elle ose désormais affronter ses obsessions. Ça va faire du bien. Ah, ça fait tout bizarre. Hein. Il y avait longtemps. Hein. Ça fait du bien. Ouais, c'est sympa, hein, tu vois. Tu me diras, je sortais plus. Ouais. Les restos, du coup, c'est la grosse découverte, hein, tout simplement. Déjà, le resto de soir, le soir, c'est un exploit, mais alors le midi... Ah, mais là, le midi, c'est... Ouais. Contente? Ouais, je suis contente. Merci. Voilà, le pâté de saumon et la fish and chips de ski. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses de l'assiette? Copieuse. Ouais. Il y a un an, ça, franchement, j'aurais pas pu. Là, que ce soit mélangé, j'apprécie. Je prends le plaisir de manger. Réconciliée avec la nourriture, Sandrine ne cesse de prendre ses distances avec la maladie. Tu vois, mon grand, maintenant, tu vois que je suis bien. Donc tu peux partir tranquille, quoi. C'est pas que je te mette à la porte, hein. Tu sais très bien que je t'adore. Hein, tu es mon essence, hein, de toute façon. Je pense à moi, tu penses à toi. Et puis on verra l'avenir. Hein. Et l'avenir de Sandrine se joue dès aujourd'hui. Elle a rendez-vous dans une librairie pour une séance de dédicace pour la sortie de son premier livre. Un pas important dans sa reconstruction. Allez, zou, c'est parti. J'en mets combien, là? Normalement, il y en a 5 qui tiennent. Il y en a 5 qui tiennent. Mon livre, ça raconte tout simplement le combat que je mène avec l'anorexie et l'orthorexie. C'est toutes mes émotions, c'est toutes mes tripes que j'ai mises dans ce livre. Je l'ai fait vraiment pour me prouver à moi-même
que j'étais vivante, tout simplement. D'accord. Famille, amis et même anonymes, tous sont venus apporter leur soutien. Mais il est quand même assez petit. Ah oui, j'ai bossé quand même, mine de rien. Et pourtant, je suis restée que ancrée sur la maladie. Je suis fière de toi. Franchement, tu as fait quelque chose de magnifique. Commence pas à me faire pleurer. Tu es belle. Hein, c'est vrai? Ouais. Tu me dédicaces donc, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Le premier. Là, je suis plus en paix avec moi-même. Et puis, tout ça, maintenant, c'est derrière moi. Oui. Bonjour, mon grand. Ça va? Alors? Ouais, et toi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bastien, mon fils, on va dire un héros du livre, parce que quelque part, c'est un peu lui aussi qui m'a donné cette force. Je voulais tous vous remercier de tout ce soutien, parce que je m'y attendais pas, et c'est ça qui est encore plus fort. Et puis voilà, il fallait que je verse ma petite larme. Quel chemin, Sandrine? Quel chemin? En un an, là, c'est le jour et la nuit, quoi. En tout cas, on est heureux de sentir que ce passage à toute une histoire a été un déclic pour vous. Ah oui, ça a été une renaissance. Pour avancer. Alors, je ne sais pas bien si vous faites ça pour vous-même ou pour libérer votre fils, parce qu'on sent ça dans le reportage. On sent que vous avez besoin de le libérer pour qu'il fasse sa vie, parce qu'il est inquiet pour vous. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que sur le plateau, j'ai pris vraiment une deuxième claque, il faut le reconnaître. C'est quand Bastien m'a expliqué qu'il s'empêchait de faire des sorties avec ses amis pour justement être avec moi. Et que quelque part, je le rendais prisonnier, je le mettais prisonnier aussi de ma maladie. C'est vrai qu'on n'en avait jamais discuté tous les deux, donc je ne voulais pas lui imposer ma maladie, mais mine de rien, je le mettais aussi prisonnier que moi. Donc là, en pleine émission, je vous assure, je ne l'ai pas fait montrer, mais je ne brillais pas, quoi. J'ai pris vraiment la claque de ma vie. Et dès ce jour, dès qu'on est sorti du plateau, dans le TGV, on a passé tout notre trajet, les 3 heures de trajet, à discuter, à parler. Et depuis, de la maladie, de l'orthorexie, de mes rituels, bien sûr. Parce qu'il avait plein de questions. Est-ce que ce dialogue, vous ne l'aviez pas avant? Non, jamais. C'est-à-dire que chacun était muré dans la distance, la maladie entre vous, chacun se disant que ne pas en parler, c'était le meilleur moyen de protéger l'autre. C'est ça. Et c'est vrai que, ce qui est assez contradictoire d'ailleurs, c'est qu'avec Bastien, on a toujours eu beaucoup de complicité, on a toujours eu ce dialogue. C'est vrai que je l'ai élevé pratiquement toute seule. Bon, quand même, heureusement, son papa était là, mais j'ai dû gérer beaucoup de choses. Mais ça, c'était à moi. C'était mes démons, c'était mon refuge quelque part aussi, quoi. Donc, je voulais le protéger de ça, en fait. Alors, donc, il y a eu ce dialogue qui s'est libéré après l'émission. Et puis, il y a les proches aussi qui ont découvert votre maladie, l'étendue de votre mal-être en regardant l'émission. C'est ça. Et comment ont-ils réagi, eux? J'ai eu énormément... déjà, j'étais très surprise parce que j'ai eu une écoute, un soutien, une compréhension. Je m'étais tellement... En fait, c'est vrai qu'Yvonne, tout à l'heure... Bonjour Yvonne, a dit autoflagellation. C'est exactement ça. Là, sans le vouloir, elle a tapé. C'est vraiment le mot. De quoi vous punissiez? De ne pas être à la hauteur, d'avoir toujours été si nulle,
Surtout de ne pas être parfaite. Personne ne l'est. Donc, on court après l'amour, hein, après une reconnaissance. Donc, on veut être parfaite. Là, vous dites que vous avez mis 1 mois à digérer quand même Voilà. tout ce qui s'est passé pendant l'émission et puis après la diffusion de l'émission. Tellement ça fait bouger de choses à l'intérieur de vous. Ah, mais il y a eu tout. En fait, pendant 30 ans, j'ai voulu me cacher. Je ne voulais pas imposer ma maladie, que ce soit l'anorexie ou l'orthorexie. Donc, à préserver les gens, et puis aussi la peur aussi d'être critiqué, d'être jugé. Et c'est pour ça qu'ici, sur votre plateau, j'ai trouvé vraiment une libération, parce que voilà, les gens étaient là, il y avait cet échange, il y avait cette écoute, mais sans ce regard critique. Et on le voit sur les personnes, on le voit par rapport au regard, par rapport aux attitudes. Le langage du corps, c'est très facile à voir. Donc on se met dans une phase de protection et puis on se tait. On se tait et puis... Protection et d'isolement. Et d'isolement, vous êtes carrément sorti de la vie. Alors, donc, comment se sont opérés les changements? Vous avez commencé par quoi? Déjà, le dialogue avec mon fils, ne plus avoir peur de dire les choses, ne plus avoir peur de... voilà, je suis comme ça, et alors? Voilà. En fait, maintenant, je m'aperçois que c'est même plus moi que ça dérange, ça peut être les autres. Donc, j'ai appris... Parce qu'en fait, vous avez appris à commercer, si j'ose dire, avec votre maladie. Oui. Mais pour autant, vous n'en êtes pas sortie. Non. En fait, avant, j'étais toujours dans le combat avec elle. Maintenant, j'ai appris à l'apprivoiser. C'est ça. Et donc, je suis plus sereine par rapport à elle, donc par rapport à moi, parce qu'elle fait partie de moi. On en guérit? On en sort? D'après, parce que c'est tellement ancré en moi que ça fait partie de moi. Ça restera en moi, mais le vivre bien, le vivre mieux, et surtout de renaître quelque part. Donc vous avez quand même supprimé les balances. Ah oui. Vous avez quand même accepté de retourner au restaurant, on l'a vu dans le reportage, de manger à nouveau un peu plus. Ah oui, un peu plus, et puis ne plus être dans le contrôle de la qualité. Il paraît qu'il y a même des conserves chez vous, ce qui est un truc oui, immense. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même des haricots verts, il y a quand même des petits pois, il y a voilà, chose que je n'avais pas dans mes placards, quoi. Et puis ce livre, l'écriture de ce livre qui a dû être thérapeutique. Ça a été... c'est plus qu'une thérapie, ça a été... libérateur. Ouais, ça a été, vous savez, quelque chose qu'on veut sortir, qu'on a tellement depuis des années. Et puis, d'un coup, ça sort. Donc, c'est même pire qu'une libération. On n'imagine pas la puissance. C'est un beau titre, en tout cas, Ma bouchée d'oxygène. Est-ce qu'il vous a donné l'envie, mais aussi le courage d'aller au bout de cette réflexion? Alors, il y en a une. Caroline, merci. Quand je suis sortie du plateau... Bon, c'est vrai que j'avais toujours pensé à écrire plus ou moins, mais voilà Caroline, que l'on voit à l'image. Je t'ai eu. Donc, qui est rédactrice en chef. Voilà. Et l'histoire continue. Et une des personnes, je suis désolée, voilà. Donc, une des personnes qui m'a écoutée, que j'ai émue ce jour-là, et une fois qu'on débranche les micros, tout ça, elle est venue vers moi. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais ça suffit pour... C'est là qu'on voit l'impact des petits riens, de la force de ces petits riens. Elle est venue... Et quand on vous dit que cette émission, ce n'est pas du cinéma, qu'il y a un vrai travail en amont de prise de contact, d'accompagnement des invités, et puis voilà, c'est une vraie relation humaine qui s'établit. C'est ça. Moi, elle est arrivée, elle m'a pris... Pourtant, c'est quelqu'un d'assez speed. Puis elle est arrivée, petite larme ici. Elle m'a dit, Sandrine, il faut que tu l'écrives, ce livre. Et là, je me suis dit... On croit en moi. Là voilà, Caroline, elle nous rejoint sur ce plateau. Elle était en régie où elle suivait l'émission.
Elle a un micro, Caroline? Je te dois Vous avez un beaucoup. micro? Non, mais je lui fais un bisou et je suis pas. Non, non, mais asseyez-vous à côté d'elle quand même, parce que c'est intéressant. Allez, on est deux de petits savoir. culs, là. Donc, rédactrice en chef de l'Histoire continue, on travaille sur l'émission en amont, pendant, après. Parfois, on est ému par le passage d'une invitée, par le fait qu'on a senti peut-être que la participation à l'émission lui était utile. C'est ça qui vous a touché ce jour-là, Caroline? Oui, je connaissais pas l'orthorexie. Et. Je connaissais pas l'orthorexie. Et du coup, voilà. Et j'ai appris beaucoup et j'ai été touchée. Et je suis autant touchée, voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense, parce qu'on dit souvent qu'on est utile, mais je pense que c'est vrai. Et c'est pour ça que je le fais. Je confirme, c'est clair. Voilà. Et c'est vrai que quand on sent que le passage dans l'émission va être un moment important et déterminant pour la suite du parcours d'un invité, on doit se sentir d'autant plus utile, j'imagine. Mais on n'a Caroline. pas toujours conscience de l'impact qu'on a. Par exemple, ce qu'elle a raconté, c'est parce qu'on est comme ça, voilà. Et du coup, j'avais pas conscience de l'incidence que ça avait eu dans ta vie, et en tout cas, j'en suis ravie. Et moi, je suis super contente parce que ça vous rend grâce aussi depuis le temps que vous faites des émissions comme ça. Et ben voilà, quoi, c'est pas avoir honte de venir, pas avoir peur, et puis on se sent pas jugé, on est bien, quoi. Et puis merci en tout cas, Caroline. Je l'ai fait pour faire une Sandrine. émission un jour. Ça serait une jolie émission de réunir ceux qui travaillent sur la préparation, sur la production, et pour savoir quelles ont été les grandes rencontres et les grandes histoires qui les a émus. Ouais. Bravo, merci on est très beaucoup, touchés par Sophie. votre parcours. Et puis merci à toute l'équipe, parce qu'il y a vraiment de sacrés loustiques quand même derrière. Et puis voilà, merci à vous tous. Merci, ça nous fait plaisir que vous en soyez là aujourd'hui. Et vous allez revenir nous voir pour nous parler de la suite, je l'espère en tout cas. Il est temps de revenir sur l'histoire de Magali. Vous pouvez l'applaudir quand même, encore une fois. L'histoire de Magali. Vous étiez venue il y a un peu plus de 4 ans dans une émission intitulée « Quand les belles-mères prennent le pouvoir ». Quelle était votre situation à l'époque? J'étais séparée depuis quelque temps de mon conjoint à cause de sa mère. Dans quel état d'esprit étiez-vous en venant la première fois sur notre plateau? J'étais assez désorientée, je ne savais plus trop où j'en étais, ce que je devais penser de moi et de l'histoire que j'avais vécue. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, pour mieux comprendre les difficultés que vous avez rencontrées dans ce triptyque, lui, moi et belle-maman, je vous propose de nous repasser le film de votre histoire. Omniprésente, envahissante, possessive. C'est avec ces 3 adjectifs que Magali décrivait sa belle-mère. Pourtant, avec son compagnon, tout avait bien commencé. On était très amoureux, donc on a voulu de suite avoir des projets, donc de mariage, d'enfants. Au bout de combien de temps? Quelques mois. La belle-mère, elle était où pendant ces quelques mois? Quand on a emménagé ensemble, j'ai découvert l'envers du décor. Donc il s'appelait minimum 5 fois par jour. Je passais mes soirées avec mon compagnon et sa mère au téléphone. Une omniprésence difficile à supporter pour la jeune femme. Comment ça a évolué? Elle a très vite été de plus en plus présente dans notre couple. Elle se permettait de me faire beaucoup de réflexions. Quel genre? Que je n'étais pas belle, que je cuisinais mal. Pour me le faire comprendre, si j'avais cuisiné, elle me disait « je me resserre, c'est pas parce que c'est bon, c'est parce que j'ai faim ». L'ex-petite amie était beaucoup mieux que moi. Elle vous le disait? La mère... Ah, dans les yeux. Je préférais son ex. Et malgré l'amour pour son conjoint, Magali avait finalement craqué. Comment vous avez cessé le feu? Je l'ai quitté. À contre-cœur? Oh oui. Vous l'avez quitté à cause de sa mère? Oui, je suis partie parce que j'en avais marre. J'ai fait une dépression. Je suis tombée à 39 kilos. Je suis allée voir des psys parce que le problème apparemment venait de moi. J'étais jalouse de sa mère. J'étais jalouse de la relation qu'il avait avec sa mère. Mes parents, toute ma famille, tous mes amis, ils m'ont vue... Tomber au fond du trou. On va dire que la souffrance, elle a pris un peu le pas sur tout. Et la douleur est encore
très présente. Hein. Comment vous réagissez à ces images? Vous en avez bavé. J'aime pas me voir pleurer. Ça me fait pleurer moi-même, voilà. Ça vous replonge dans cette état je de souffrance. Je sais comment j'étais à cette époque et... Donc ça veut dire que ça va mieux aujourd'hui? Heureusement, ouais. Vous en êtes où dans votre vie sentimentale? Ça va faire 2 ans que je suis avec mon compagnon Fabien. Et c'est une très belle histoire. Ça n'a rien à voir. Comment vous entendez avec sa mère? Bien. Ah, alors enfin. On se voit pas souvent parce qu'ils habitent, ses parents habitent assez loin. Mais quand on se voit, je prends toujours plaisir à les voir. Ce sont des parents formidables. Quel souvenir vous gardez de notre enregistrement? Ça a été très important de venir. Et je ne pensais pas à ce point. Ça a été libérateur. J'ai pu tourner la page grâce à l'émission. Ça a été formidable. C'était les rencontres, les échanges, le fait de pouvoir s'exprimer, d'avoir un retour sur ce que je ressentais. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui vous a particulièrement marqué et touché pendant l'émission. Oui, c'est qui? Thérèse. J'avais un regard un peu dur sur elle, ouais, parce que c'était la belle-mère, donc voilà. Et puis c'est vrai qu'en racontant son histoire, elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a fait de la peine parce que elle avait beaucoup souffert, voilà. Et j'ai peut-être. Donc finalement, ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle. J'ai aussi peut-être pu comprendre des choses de mon histoire aussi, voilà. Quelle réaction votre témoignage a-t-il suscité auprès de vos proches? Beaucoup de réactions positives, énormément de réactions, beaucoup de mails, de textos, d'appels, tout le monde. Voilà, j'ai fait pleurer tout le monde. Voilà, les gens allaient voir mes parents en disant voilà, Magali, on ne pensait pas qu'elle était mal à ce point, quoi. On ne pensait pas que c'était comme ça. Voilà, ça leur a fait de la peine. Ouais. Comment vous envisagez votre avenir? Avec plus de maturité et plus de recul maintenant pour ma vie personnelle, je prends moins de décisions hâtives. Et professionnellement, ça m'a permis d'écrire un scénario et de réaliser un court-métrage qui s'intitule « C'est fou et la lousse ». Ça s'intitule ? C'est fou et la lousse, ça veut dire « La lumière a disparu ». Que j'ai écrit suite à ma séparation. C'est une histoire d'une jeune femme qui va tomber amoureuse et qui va être terriblement déçue par l'homme avec qui elle va être. Vous voyez tout ça avec quel œil aujourd'hui? Après tout ce temps passé, ça fait maintenant 4 ans. Il faut toujours positiver. Je pense que dans un malheur, il y a toujours une part de positif. Ça m'a permis de faire ce court-métrage qui me tient énormément à cœur. Ça m'a permis d'évoluer énormément et j'aurais jamais eu ce projet en main tel qu'il est aujourd'hui si j'avais pas souffert comme ça. Je n'en étais pas capable avant. Maintenant, je suis capable de le porter et d'envisager beaucoup plus d'ouverture dans ma vie. Eh bien, on s'en réjouit. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci Sophie. À vous, Sandrine, de signer la première. Merci à tous et à toutes pour votre confiance. À bientôt pour d'autres témoignages. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Ils m'ont dit à 10 ans que j'avais été adoptée. Ça m'a vraiment fait très mal. Elles ont été abandonnées par leur mère biologique. On m'avait dit que ma mère m'avait abandonnée pour des raisons de pauvreté. Je voyais plein de gens autour de moi et puis je ressemblais à personne. Et alors là, ça m'a fait un choc. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. J'ai senti dans mes tripes, mais vraiment, qu'il fallait que je sache d'où je vienne, qu'il fallait que je découvre mes racines.
Pour connaître enfin leurs origines, elles sont parties à la recherche de leur mère. On m'avait dit que c'était impossible puisqu'on n'avait aucun document. On m'a dit que j'avais un dossier qui était vide, je savais pas où chercher. J'ai toujours espéré en fait, j'ai jamais rien lâché. Même si par moments j'étais pas bien, j'ai dit un jour j'y arriverai. Si quelqu'un reconnaît mon histoire, enfin si ça fait appel à quelqu'un, cette personne n'hésite pas à me... Et après des années, elles ont retrouvé celle qui leur avait donné la vie. Elle était très très émue, elle pleurait. C'était un grand moment d'émotion pour moi. Ça a changé ma vie complètement. C'était tellement fort, tellement d'émotions, je sais plus ce qu'on s'est dit.